Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Sortez-moi de là. En 1883, Émile Zola raconte La mort d'Olivier Bécaille. C'est le titre d'une nouvelle de son recueil, Naïs Micoulin. Zola, comme tant d'autres au XIXe siècle, évoque l'inhumation prématurée, quand celui ou celle qui est enterré n'est pas encore mort. Avec mon doigt, je tâchais d'attirer des pincées de terre par le nœud que j'avais enfoncé et je mangeais cette terre, ce qui redoubla mon tourment. Je mordais mes bras, n'osant aller jusqu'au sang, tenté par ma chair, suçant ma peau avec l'envie d'y enfoncer les dents. Coup de chance, chez Zola, le héros sort de sa tombe, enterré vivant. Une histoire d'outre-tombe, claustrophobe, s'abstenir. J'ai froid, que se passe-t-il? Ce sont les premiers mots écrits par un homme mort. On peut déclencher la réapparition des fonctions vitales. De manière que 3 hommes robustes avaient de la peine à le contenir et il se mit à hurler. Je ne pouvais plus douter que je ne fusse enfermée dans un cercueil. Claudio Milanesi, bonjour. Bonjour. Il faut le dire et le redire, cette peur d'être enterré vivant est quelque chose qui traverse les siècles et on comprend très bien. Enfin, on n'a pas envie d'être enterré vivant, mais il se passe quelque chose. 18e, 19e siècle, c'est une vraie phobie. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu une accélération, une condensation de cette peur vers la moitié du siècle. Et les médecins, ils ont donné une... Alors, reste encore à savoir si c'est les médecins qui l'ont provoqué en diffusant leur méthode pour l'éviter, ou si c'était une condensation déjà présente dans la culture populaire, hein, et à qui les médecins ont donné une réponse médicale. Ça, je pense qu'avec Anton, on peut longuement discuter de ça. Est-ce que cette peur, c'est une peur immémorielle ou on l'a créée? Anton Czerneczny, bonjour. Bonjour. Dans cette histoire de la peur d'être enterré vivant, il y a ces discours, mais c'est la source aussi. Il faut bien savoir sur quoi l'on travaille. Culture populaire, bien sûr, parce que, bon, j'ai parlé de Zola, mais il y a tant et tant d'évocations de personnes enterrées vivantes. Et puis, il y a le discours médical. Oui. Alors, je pense qu'effectivement, la mention de la culture populaire est quelque chose de fondamental là. Le travail était exceptionnel de Milanesi sur les enterrés vivants, a bien montré qu'il y avait des récits d'origine orale qui sont retrouvés médicalisés dans les années 1740. Et c'est eux qui montrent qu'il y avait ce sentiment de peur. Donc, on est dans quelque chose qui est plus une création de l'esprit qu'un retour d'expérience réelle. Et d'ailleurs, la plupart des histoires sont racontées 40, 50 ans après les faits et sont probablement complètement fabuleuses. Que ça ressemble à quoi d'ailleurs ces narrations? C'est-à-dire qu'on va retrouver ça dans la presse, on va retrouver sans éléments d'identification précis une histoire de quelqu'un qui vient... Non, au contraire. C'est-à-dire que on trouve dans la presse, comme vous dites, des histoires bien identifiées. L'enterré vivante de la rue Saint-Honoré 26 qui, le matin du 17 avril, a été... Mais en fait, la trame de cette histoire vient de la culture populaire et des contes... Ça, je vous ai cité celle de Saint-Honoré parce que ça parle à tout le monde, vient du Décameron de Boccace. Donc, ce qu'ont fait ces médecins... ça c'est mon interprétation, je ne sais pas si Anton il est d'accord. Ils ont pris des contes alors parfois c'est des contes oraux qui ont été passés à l'écrit, parfois c'est des parties de la littérature comme Roméo et Juliette par exemple. Et ils ont pris ces histoires inventées visiblement et ils les ont réalisées. Et ils ont mis des noms, des personnages, des rues, des faits qui n'ont jamais existé en les faisant passer par vrai. Ah, c'est incroyable ça. C'est-à-dire que avec Boccace, là on est dans la Toscane du XIVe siècle, ou avec Roméo et Juliette, c'est Shakespeare, donc c'est un tout petit peu plus tard, et en Angleterre, on a un récit où des personnes
sont considérées comme mortes, mais tout cela est dans un mode de création, de narration fictive. C'est ça pour vous qui fait l'amorce en fait de toute cette histoire-là. C'est-à-dire que, oui, vous dites pour moi, bien sûr, mais on a des preuves. C'est-à-dire que si vous prenez l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, il y a l'article mort, sur lequel on a longtemps discuté avec lui. Dans l'article mort, les exemples d'inhumation prématurée et de réanimation qui sont fixés d'après l'encyclopédie dans des villes, à Paris, à Dresde, à Rome, dans des circonstances bien précises, avec des dates, avec des noms précis. En fait, c'est des nouvelles de Boccace ou de Bandel ou d'autres auteurs du XVIe ou du XVIIe siècle réactualisées. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est exactement ça, c'est pas des inventions, c'est-à-dire que les médecins ne sont pas faussaires, ils croient à ce qu'ils écrivent, mais ils reprennent des récits qui ont circulé et qui sont adaptés dans des circonstances. Si je peux, j'aimerais prendre le cas de Laurent Jonas, qui est un Suédois qui habitait dans un petit village au nord de la Suède, et qui, lorsqu'il est enterré à 70 ans, le pasteur fait une homélie et explique que 50 ans auparavant, il était tombé dans la mer et il y avait passé 7 semaines et on l'avait retrouvé vivant. Et je suis allé sur place, la personne existe, elle est bien morte au bon moment. Le récit, évidemment, est faux, mais il a 50 ans, donc c'est une légende locale qui s'est développée. Un médecin entend l'histoire, la reprend, la ramène à ses collègues, il y a des livres écrits dessus, Bruyé, dont on va parler, parce que c'est lui qui a vraiment lancé la question de l'incertitude des signes de la mort en France, le reprend, et l'encyclopédie aussi, sans en douter. Donc, il pense que c'est vrai, les détails sont faux parce que l'histoire n'a pas existé, mais les détails sont vrais parce que c'est une légende locale qui a été effectivement dite et qui est simplement reprise. Donc, c'est de bonne foi. Oui, c'est de bonne foi. Ce sont des contes qu'on fait passer dans la médecine. Oui, ce sont des contes. Le mot conte est important aussi parce que dans les contes populaires, il y a beaucoup de morts qui ne sont pas vraiment morts. Oui, bien sûr que c'est sur ça. Je pense que avec Antoine on se retrouve. Ceci a à faire avec une mentalité qui a maintenant disparu, au moins dans nos sociétés contemporaines. C'est l'idée et la pratique que entre les morts et les vivants, il y a une vie commune. Les morts et les vivants, ils vivent ensemble. Ça, dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas cette séparation nette et infranchissable que nous vivons entre le mort et le vivant. Le mort, il disparaît, on le met dans le cimetière, c'est fini, sa vie dans la mémoire. Dans les sociétés prémodernes, entre le mort et le vivant, il y a un espace commun. La preuve, c'est que on faisait des banquets au cimetière. C'est-à-dire, le cimetière, c'était pas comme après Napoléon, mis dehors de la ville pour des raisons d'hygiène et sécurité. C'était une partie de la vie commune. Alors, ça, cette vie commune entre les vivants et les êtres chers morts est peut-être une des bases, des fondements de ces contes d'inhumation prématurée, de retour à la vie, de possibilité de revenir du monde des morts à un monde des vivants. D'ailleurs, c'est quoi la mort ? Je crois que sur le terrain humain, il faut souligner 3 morts différentes, une mort apparente, une mort clinique et une mort biologique. La mort apparente, c'est l'état d'immobilité d'un individu qui est dans un état de coma avancé, d'un sommeil très profond, mais dans lequel le cœur et la respiration continuent à fonctionner au ralenti. Et ce sont ces sujets qui peuvent être, comme on le dit, enterrés vivants. Mais à côté de ce cas, il y a la mort clinique, c'est-à-dire le début de la mort, dans laquelle, à coup sûr, le cœur est arrêté et la respiration est arrêtée, mais un état qui est réversible
et chez lequel on peut faire renaître et un cœur et une respiration. Ce n'est que plus tardivement que s'installe la mort biologique dite définitive. En somme, un sujet vient de disparaître au point de vue vital, le cœur est arrêté, la respiration est arrêtée, et il faut que tous les médecins sachent bien cette donnée, et ils le savent, qu'une thérapeutique active peut amener la réanimation de l'organisme entier. Il faut bien entendu faire vite, faire bien, frapper fort, mais ce qui est certain, c'est que, alors que tout est arrêté, on peut déclencher secondairement la réapparition des fonctions vitales. Nous venons d'entendre Léon Binet, le spécialiste de la réanimation cardiaque. Il s'exprime en 1948. Anton Serdeczny. Dans cette histoire-là, il y a vraiment la définition de la mort. Parce qu'on l'entend bien. Des inhumations prématurées, bien sûr des récits qui s'appuient sur des récits plus anciens. On a cité Boccace, on pourrait mettre Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, etc., etc. Mais ça arrive quand même. Ça arrive que, et c'est ce qu'on vient d'entendre, la mort ne soit pas correctement identifiée. Alors ça dépend. Est-ce que la question est, est-ce qu'il y a eu des gens enterrés vivants ? Ah bon, je peux vous la poser, ou est-ce qu'il y a eu des gens enterrés vivants ? Ça, c'est une question vraiment difficile parce qu'à chaque fois, les cas, on les a très tardivement. Le fait que ça ait pu exister, je ne le mets pas en doute. Les témoignages qu'on a dans la littérature médicale, j'en ai pas rencontré un qui soit vraiment crédible. Je ne sais pas pour toi, Claudio. Alors, si vous voulez, moi j'ai de toutes les histoires que j'ai étudiées, il y en a une qui est vraie. Donc j'ai les traces et j'ai j'ai les archives. C'était pas un enterrement précipité, mais ils étaient en train de le faire. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Allez-y. Ah. C'est Anne Green, qui était une serveuse à Oxford dans le XVIIe siècle. Et on la découvre avec un fœtus mort à ses pieds. Et la famille l'accuse de l'avoir tué. Et vite, on décide de la pendre. Donc, elle est pendue dans la place de Oxford, dans la place qui existe encore maintenant, où il y a l'arbre où on pendait les condamnés. Elle est pendue et elle meurt apparemment. On la descend de la potence et on l'amène dans le cabinet de 4 médecins de la Royal Society, Petty, Bathurst. Et les 4 médecins, ils avaient le droit de pouvoir sectionner les cadavres pour leur recherche scientifique sur la circulation. Donc, Petty, il a le cadavre devant lui, il commence à entailler le cadavre et il découvre un signe de vie. Ah, dommage. Bon, tant mieux en même temps, mais bon. Oui. Et donc il appelle les autres et ils arrivent à la ranimer, à la ramener à la vie. Elle reste avec eux une semaine dans le cabinet. On a les traces parce que Petty a laissé le dossier médical et il existe à la Bodleian University Oxford. Si vous voulez, vous pouvez le consulter. Il décrit parfaitement tout ce qu'il a fait pour pouvoir ramener à la vie la femme. Fin heureuse, c'est que Anne Green a été graciée parce que Dieu l'avait sauvée. Finalement, là, je touche un point sensible. Donc, elle a été graciée et elle a pu sortir, faire une famille, faire des enfants. Et ce dossier existe aux archives de la ville d'Oxford. Là, on a un exemple qu'on pouvait en effet prendre quelqu'un pour mort et là, ils l'ont pas enterré parce qu'elle a eu la chance inouïe d'être à Oxford, donc dans la ville de la science moderne à l'époque, et de tomber sur des médecins scrupuleux, et elle est sortie vivante. Mais c'est un exemple qui montre que c'était tout à fait possible. C'est possible, l'archéologie peut nous aider pour identifier des personnes qui ont été enterrées vivantes, parce que il y a ça aussi, c'est que les gens sont enterrés, alors s'ils sont vivants et qu'on les déterre pas, on ne le sait pas qu'ils étaient vivants. Alors là, j'aurais bien du mal à vous répondre sur l'archéologie. Oui, donc là, vous posez une bonne question. Je me suis posé longtemps la question, après avoir écrit mon livre, jusqu'au moment où on m'appelle de Marseille, et c'était les responsables des fouilles
de la peste de Marseille de 1720. Donc ils ont trouvé des restes humains, et il y en avait deux qui étaient très très fortement embrassés. Et donc le responsable des fouilles a voulu que je descende à Marseille pour lui donner mon expertise sur le fait que les deux pouvaient être considérés comme quelqu'un qui avait été enterré vivant, et qu'ils se sont embrassés dans l'entrainte de la mort après la sépulture. Ah oui, quand même. Donc, si vous allez maintenant à Marseille, les restes de ces deux existent bien. Bon, donc ça veut dire que il y a éventuellement possibilité que quelqu'un ait été enterré vivant. Mais ce qui est le plus intéressant à réfléchir ici, c'est pourquoi on en a autant parlé au 19e siècle. Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait paraître transversal, hein, quelle que soit la civilisation. On n'a pas du tout envie d'être enterré vivant. Est-ce que médicalement, il y avait de la part de ces gens-là, nos ancêtres, la crainte que leur mort ne soit pas correctement identifié, c'est-à-dire aujourd'hui on parle beaucoup de coma, de choses comme ça. Est-ce qu'il y avait cette crainte-là, je ne bouge plus, je suis immobile, je ne peux plus parler, mais je suis encore en vie? On a une peur qui se développe un peu. On a des traces de cette peur, mais la question est toujours la même, celui du biais des sources. Qui a peur? Qui en parle? Et quid de la grande majorité de la population qui, elle, n'écrit pas? Sur les indices qu'on a, il n'y a pas de hantise. On a une petite évolution sur les testaments, mais il reste très minoritaire. Après la diffusion de la dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, on monte à Paris, je crois, à 3%, 4% des testaments qui mentionnent le fait de faire attention à ce que la personne soit bien morte avant de l'enterrer, ce qui reste très minoritaire. En plus, c'était une minorité des gens qui faisaient des testaments aussi. Pour le 19e siècle, les indices qu'on a laissent penser que au moment où il y a une multiplication des écrits parce qu'on a encore des écrits qui ressemblent beaucoup à la dissertation de Bruyère, qui se multiplient dans les années 1820-1860, au même moment, quand on a l'inspecteur de la mort à Paris, les personnes qui l'accueillent ne présentent aucun signe de peur d'être enterrés vivants. Ils sont plutôt gênés qu'un médecin vienne les déranger pendant le déroulement rituel de leur deuil. Donc, si j'avais à répondre moi, je dirais qu'il faudrait vraiment nuancer la question de la diffusion de cette peur. On a plus affaire à des indices lettrés, et on a peu d'indices plutôt des indices qui vont dans le sens inverse pour la population générale. Oui, parce que les gens mettraient tous dans leur testament, attention, avant de m'enterrer, vérifiez bien que je sois mort. Oui, mais on peut prendre le contre-pied. C'est-à-dire que je fais un exemple de la communauté juive au moment où on a essayé de changer les pratiques sur la base de la peur de l'inhumation prématurée. Les Juifs, d'habitude, enterrent avant la tombée de la nuit, dans la journée même. Ça fait partie de leur pratique funéraire. Là, quand le débat se déclenche, la communauté juive se déchire en deux parties. Les traditionalistes qui ne veulent absolument pas qu'on change les usages funéraires, et donc qu'ils veulent continuer à enterrer avant la tombée de la nuit, et les modernistes qui, sensibles au discours de Bruyère et de l'incertitude des signes, acceptent bien, veulent bien faire évoluer les pratiques en portant à 3 jours l'intervalle entre la déclaration de la mort et l'enterrement. Oui, parce que si on va trop vite, c'est le risque d'être enterré vivant, et ça fait drôlement peur. Depuis mon enfance, j'étais obsédé d'abord par la mort et ensuite par la crainte d'être enterré vivant. Et j'avais demandé à ma mère de me tuer une seconde fois. L'obsession de la mort, c'est tout simplement, je me vois dans le cercueil. Et je me préoccupe de choses vraiment absurdes. Est-ce qu'on me mettra le costume que je préfère? On ne saura pas faire ma cravate. Moi qui l'a fait si bien. Je sais ce que c'est, l'agonie. C'est la volonté de respirer et
on sent que ça va finir. Eh bien, ce sont des choses que je vis continuellement. Voilà, l'inutile capiton soyeux, n'est-ce pas, qu'on me mettra encore bon, n'est-ce pas? Mais cette chose absurde, moi je fais très bien la cravate, ils la feront mal, elle sera lâche, ça me gêne. C'est en 1967 que l'écrivain Albert Cohen s'exprimait sur sa peur d'être enterré vivant et surtout d'avoir une cravate de traviole. Ici, nous avons un temps long qui est celui de la peur de mourir de manière brutale ou alors de mourir dans la souffrance. Enterré vivant, c'est à peu près la garantie que ça se passe pas très très bien. Et puis nous avons ce moment 19e siècle de l'angoisse. Mais on l'entend à ce que vous nous dites l'un et l'autre, il y a quand même tout un discours, décrit, et vous avez cité plusieurs fois ce nom, Bruyère. Alors qui est-il? Qui est ce personnage dans notre histoire? Celui qui s'intéresse à l'incertitude des signes de la mort. Alors Jacques-Jean Bruyère, là c'est Claudio qui est le spécialiste. Là, je vais juste introduire pour que ça aille vite. C'est un médecin qui est fortement influencé par la nébuleuse philosophique qu'on appelle les Lumières aujourd'hui, et qui cherche à faire de la médecine une science utile sur un sujet qui est très nouveau. Il s'engouffre dans une thèse qui avait été faite par un médecin avant lui, Winslow, et il va recueillir avec tout un réseau toutes les histoires qu'il peut d'enterrés vivants, généralement très postérieures et généralement inspirées de récits qui circulent oralement. Et le livre va avoir un succès certain, et pour aller plus loin, là on est vraiment sur la spécialité. De Claudio Milanesi, vous êtes professeur des universités à Aix-Marseille Université, l'auteur de Mort apparente, mort intermédiaire, médecine et mentalité au XVIIIe siècle, avec donc cet auteur qui publie son ouvrage, sa dissertation sur l'incertitude des signes de la mort en 1742. Et n'oublions pas une chose, c'est que parfois des événements ou des tendances peut-être pas justifiées ou imaginaires comme celle-là finissent par produire des effets très positifs pour nos sociétés. Je vous fais l'exemple de la réanimation. C'est-à-dire que on peut presque dire que la médecine jusqu'au XVIIIe siècle ne servait à rien. Un peu radical. Servait presque à rien. Il n'y avait rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le premier grand succès de la médecine contemporaine moderne est la réanimation. Là où, évidemment, ils ont montré que la médecine servait à quelque chose. C'est-à-dire que ça partait peut-être d'un fantasme. Ça, j'en doute pas. Partait de une sorte de peur injustifiée qui a commencé à circuler à mi-XVIIIe siècle. Mais ça a produit un effet très très positif sur les pratiques médicales. Et si on a la réanimation maintenant, si maintenant la réanimation fait partie de notre vie quotidienne, on le doit à la réponse des premiers médecins comme Bruyère à une peur peut-être irrationnelle. Alors, Entente Serdechny, vous avez écrit du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation. On peut inscrire vraiment cette histoire de la réanimation dans la peur d'être enterré vivant? Alors je vais nuancer un tout petit peu, mais sur l'idée globale, je suis d'accord. On a des choses qui nous paraissent, selon nos critères, complètement irrationnelles et qui en fait apportent un réel progrès médical. Avant le 18e, pour ainsi dire, on ne réanimait jamais. Après, on réanime. Pour rentrer un tout petit peu dans les nuances techniques, le discours sur la réanimation se développe avant le discours sur la taphophobie, le discours sur la peur d'être enterré vivant. C'est-à-dire, on est une dizaine d'années avant, en Suisse, près d'un lac, forcément avec des noyés. Et là se développe ce discours avec d'ailleurs en partie les mêmes récits, mais il n'y a pas la crainte d'être enterré vivant. Il y a surtout l'idée de on peut réanimer et on ne le fait pas, donc on a besoin de mettre en place ce discours. Et Bruyère, la dissertation sur l'incertitude de la mort et la peur d'être enterré vivant, va servir de caisse de résonance à ce discours. Il ne l'a pas produit, mais il le répand. Oui, il le répand parce que ici, c'est vrai que c'est un progrès gigantesque dans ces longs progrès 18e siècle et 19e siècle de la médecine avec toutes ces évocations que nous retrouvons, et on l'a bien dit, cette culture populaire dans la presse.
Aussitôt que les pipes et le tabac furent arrivés, un des camarades du noyé chargea une des pipes et lui en souffla la fumée dans l'anus, la bouche et les narines, ce qu'il exécuta à diverses reprises. À la seconde pipe, et environ 3/4 d'heure après que le noyé eut été retiré de l'eau, il commença à donner quelques signes de vie. Il lui survint une espèce de râle ou sterteur semblable à celui d'un homme tombé en apoplexie, ou prêt à expirer. À la 3e pipe, il s'agita de tout son corps, de manière que 3 hommes robustes avoient de la peine à le contenir, et il se mit à faire des hurlements. On lui fit alors sentir de nouveau de l'eau de Cologne et de l'eau de la reine de Hongrie, dont on lui frotta les tempes et les bords des lèvres, sans discontinuer d'introduire de la fumée de tabac dans l'anus. On ne lit pas assez la Gazette du Commerce, hein. Surtout pour l'année 1770, en l'occurrence c'est le 3 mars, où il se passe des choses quand même assez étonnantes. Anton Sterdechny, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tabac à souffler dans l'anus? Alors, c'est très étrangement la pratique qui est considérée comme la plus efficace, et celle à faire le plus rapidement possible sur les noyés. C'est sur les noyés qu'on a commencé à pratiquer la réanimation, parce qu'il s'agissait de personnes en bonne santé qui mouraient violemment et qu'on pensait pouvoir faire revenir. La question est pourquoi avoir pensé à souffler par là plutôt que par ailleurs, et la réponse est pas évidente. Donc c'est quelque chose qui apparaît dans les textes, dans le discours sur la réanimation dans les années 1730, toujours la même chose, même si on trouve quelques mentions plus tôt. Et la question de savoir d'où ça vient nous ramène un peu à la même structure, c'est-à-dire qu'on a des choses qui viennent de l'oralité et qui sont réadaptées dans la médecine au moment où il y a un thème qui devient pertinent. En l'occurrence, le geste de souffler dans le cul, de l'air d'abord, se retrouve dès le Moyen-Âge dans le carnaval pour symboliser la résurrection. On le retrouve aussi dans la Commedia dell'arte ou dans les romans rabelaisiens. Donc on a un geste qui est là, qui symbolise la résurrection, et qui est repris ensuite dans la médecine complètement involontairement. Les médecins n'essayent pas de faire du carnaval, ils sont persuadés que c'est efficace, et parce que ça semble évident, parce qu'il y a une grande puissance symbolique derrière le geste, puisqu'il était autour d'eux, dans les rites du carnaval, dans les romans, dans le théâtre, ils le prennent comme une évidence, comme quelque chose qui va fonctionner. Il y a peu de chances que ça fonctionnait vraiment. Par contre, si on était simplement évanoui, insuffler de la fumée de tabac, qui est quelque chose qui a été rajouté par Réaumur en 1740, ça doit faire extrêmement mal. Et on a bien entendu que le réanimé, entre guillemets, hurle. Il est sous une forme de torture. Et ça, c'est pris comme une preuve que la technique est efficace. Et elle ne va s'arrêter qu'au milieu du 19e siècle, pour cette raison. Ah, c'est bêta, parce qu'on aurait pu continuer longtemps à faire cette technique-là. Claudio Milanesi, c'est vraiment cette même structure d'analyse pour la réanimation en soufflant de la fumée de tabac dans l'anus qui nous conduit à des pratiques de carnaval au Moyen-Âge, les souffles à cul, ça courait, ça rigolait, c'était très drôle, et qui devient un élément du discours médical. Et c'est pareil pour les enterrés vivants. On a du conte populaire qui est accaparé par le discours médical. Oui, bien sûr. Il y a un Riovet qui était un narratologue des années 30 qui allait chercher en effet la tradition des histoires de mort apparente. Et on peut remonter même au roman alexandrin du IIe siècle, où on trouve des histoires d'inhumation prématurée et de mort apparente. Donc, et forcément, on peut dire que ce qu'on trouve dans les romans alexandrins de l'Antiquité était un topos, une forme, une trame qui venait sans doute de la culture populaire, de la culture orale. Donc, on est arrivé à dire que la peur de l'inhumation prématurée, ça fait partie de ces thèmes universels qu'on retrouve dans tout du temps ancien jusqu'à nos jours. Après, la question de savoir pourquoi cette peur, ça concerne les psychanalystes, les psychologues, peut-être on aura le temps d'en parler, mais ce qui est assuré, c'est que c'est quelque chose qui couvre toutes les époques de notre civilisation. Et dans le cas des noyés, il y a vraiment ça. Il y a l'idée que la personne vient de se noyer là, on la ressort de l'eau, et oui, on peut peut-être la sauver.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ah bah oui, c'est une petite comptine, j'ai du bon tabac, qui nous conduit au XVIIIe siècle, avec cette attention, Anton Serdeczny, sur le tabac comme plante, mais comme plante médicale. Il y a aussi, et c'est vraiment cet esprit des Lumières, l'idée que l'on peut faire avancer les choses, que le progrès va nous permettre de sauver des gens qui jusqu'alors devaient mourir et uniquement mourir vu qu'ils étaient noyés. Cette histoire de la réanimation, ça doit se replacer dans cette histoire des Lumières. Oui, et alors d'une manière un peu moins philanthrope. Il y a la philanthropie qui est là. On veut aider, on veut rendre la science utile, mais en même temps, les personnes, les acteurs qui vont essayer de mettre ça en place, de le diffuser par des discours, puis de le mettre en pratique, ont une idée derrière la tête. C'est celle de se mettre en avant, de mettre en avant une légitimité sociale, d'être utile à la société et du coup d'en trouver de la gloire. Et c'est pas un hasard si la plupart de ceux qui s'investissent là-dedans sont des citoyens de seconde zone qui ne peuvent pas prendre part aux décisions publiques et qui veulent prendre part. Bruyère fait un projet de règlement qui ne sera pas adopté. Donc on a des médecins, par exemple, qui essayent de créer des lois. Les personnes qui mettent en place la réanimation, en l'occurrence, dans les faits, c'était à Amsterdam, c'était une minorité protestante qui ne pouvait pas accéder aux fonctions publiques. Et avec cet objet nouveau, ça aussi ça plaît beaucoup aux Lumières, on a quelque chose qui rompt avec la tradition, on invente quelque chose de complètement nouveau. On a un objet nouveau qui n'est pas pris en compte par les pouvoirs publics parce qu'on n'en avait pas conscience avant, le noyer à réanimer, et des personnes qui sont exclues des décisions le prennent pour créer une nouvelle forme de légitimité sociale. Eux s'en occupent, ils créent une association pour sauver les noyés, distribuer des instruments pour souffler de la fumée de tabac dans leur derrière le plus vite possible, et ça a un très grand succès. L'autre point qui est important de ce point de vue-là, c'est que la mort rend tout le monde égal. Et on part de table rase et on peut reconstituer la société telle que le mouvement des Lumières voulait la voir. C'est-à-dire une société fondée sur le mérite et l'utilité sociale. Et avec vraiment là dans cette histoire d'insulfation anale de fumée de tabac pour réanimer les noyés, quelque chose qui n'est pas complètement marginal, hein. C'est pas quelqu'un qui passe là et puis qui va allumer sa pipe et puis non, il y a vraiment une organisation avec des boîtes, des machins, enfin tout est bien pensé. Fleuves, dans les grandes villes, comme on a des défibrillateurs aujourd'hui, on a placé des boîtes pour pouvoir agir vite. Elles étaient gardées et on en trouvait tous les 200 mètres le long de la Seine. Mais ça a duré longtemps, ça ? Alors, la disparition est pas très claire, mais on l'a depuis les années 1770 à Paris. Puis ça tombe un peu en désuétude parce qu'en fait l'État le finance mal. Mais ça semble disparaître au cours du 19e siècle seulement. Ah oui, là vraiment on a quelque chose de très particulier, mais qui entrait dans une représentation d'une forme de progrès. On va pouvoir sauver les noyés, Claudio Milanesi. Oui, en fait, je suis un temps de... C'est que du point de vue, comment dire, poids social, finalement, toutes ces organisations produisaient des résultats assez minime, parce que le noyer, il n'y a pas un noyer par jour ou 10 noyers par jour. J'ai lu dans le livre d'Anton que une de ces présides contre la noyade a fait 3 interventions dans l'année. Donc, vous voyez bien que, du point de vue investissement, c'était pas rentable. Donc, je crois que la disparition progressive de ce type de société de sauvetage des noyés vient aussi du fait que on se noie pas en masse. Oui, c'est pas la mort de masse, c'est la mort de 3 personnes sur une année. Oui, et puis dans tout ce que nous évoquons, nous sommes toujours en marge avec cette nuance à apporter sur cette peur généralisée d'être enterré vivant. Oui, ça existait, on peut pas le nier, il y a des témoignages bien sûr, c'est pas une peur généralisée, c'est comme les noyés, c'est pas tout le temps, et c'est comme tous ceux qu'on inhume, la plupart sont morts, quand même, faut le rappeler. Donc on les met, ces gens-là, tout simplement dans un cercueil. Monsieur Bertrand, quand vous dites à quelqu'un « je suis fabricant de cercueil », quelle est cette attitude ? Ça surprend les gens au départ, évidemment.
Mais je vous dirais que pour atténuer la chose, on peut dire que on est dans l'emballage, ou tout au moins dans une certaine forme d'emballage. Une certaine catégorie d'emballage. Oui, d'accord, une certaine catégorie d'emballage. Une certaine catégorie d'emballage, le cercueil. Claudio Milanesi, bah oui, bien sûr, c'est la claustrophobie, c'est la peur d'être dans le noir, c'est la peur de la suffocation, l'idée d'être enterré vivant. Bah oui, on n'a plus d'air, c'est une véritable horreur. Mais sans doute, il n'y a pas que de ça pour expliquer que cette idée-là apparaît déjà dans des contes, et on sait combien les contes sont porteurs d'éléments de psychanalyse. Alors, je peux vous faire un exemple de psychanalyse sauvage, celle de Marie Bonaparte, qui était psychanalyste, qui connaissait très bien Freud. Elle a correspondu avec Freud pendant toute sa vie. Donc c'était une psychanalyste reconnue, une écrivaine. Et elle était très sensible à la question de l'inhumation prématurée. Et elle a écrit un gros tome sur Edgar Poe, et il y a des chapitres sur l'inhumation prématurée. Et elle se sentait très proche de Edgar Poe, donc elle était une psychanalyste très spéciale, parce que tous les deux avaient perdu leur mère en bas âge. Et donc elle considérait que elle aussi, elle était claustrophobe, comme d'après elle, Poe. Elle trouvait un lien entre la mort de la mère, la peur de l'inhumation et d'être enseveli vivant, et la claustrophobie. Donc, je vous cite, parce que ça, je voulais vous le citer, je laisse notre public juger de lui-même, la chaîne causale de la peur d'être enterré vivant, selon Marie Bonaparte. Claustrophobie égale à peur de l'utérus. Peur de l'utérus égale peur du cadavre. Égale peur de la tombe. Égale être enterré vivant. Ah oui, c'est limpide dans sa lecture de cette peur-là. Claudio Milanesi, vous avez du pot, Edgar est avec nous. Il faisait sombre. Tout était sombre. C'était l'absence absolue de lueur qui règne dans la nuit sans fin. J'essayais de crier. Mes lèvres et ma langue desséchées se murent convulsivement, mais aucune voix ne sortit de mes poumons oppressés, qui, comme sous le poids de quelques montagnes, se dilataient et palpitaient avec le cœur, à chacune de mes aspirations haletantes. Le mouvement que firent mes mâchoires dans mon effort pour crier me montra qu'elles étaient attachées, comme on le fait aux morts. Je sentis aussi que j'étais couchée sur une substance dure et que mes côtés étaient comprimés étroitement entre des parois rigides. Jusque-là, je n'avais tenté de mouvoir aucun de mes membres. Maintenant, je levais violemment mes bras, que j'avais trouvés étendus, les poignets croisés. Ils frappèrent une paroi solide, ligneuse, qui s'étendait au-dessus de mon corps à une hauteur de 6 pouces environ. Je ne pouvais plus douter que je ne fusse enfermée dans un cercueil. C'est Jeanne Copet qui lisait un extrait de cette nouvelle d'Edgar Allan Poe, L'inhumation prématurée en 1844. Et je rassure tout le monde, dans la nouvelle, ça se termine bien. S'il se réveille après, ça va. Mais c'est extrêmement angoissant. Claudio Milanesi, il y a ici un succès aussi par la narration, tout simplement. C'est que ça fonctionne très bien. Et vous avez dû en croiser tant et tant d'explications de gens dans leur cercueil, comment ils vont faire pour s'en sortir. Oui, bien sûr. C'est exactement ça que j'ai cherché ces jours-là avant de venir ici, parce que je me suis dit, mais est-ce que je suis satisfait de l'explication de Marie Bonaparte? Pas vraiment. Elle m'a pas convaincu complètement. Donc je suis allé voir, et il y a un chercheur, Gerald Kennedy, qui a écrit quelque chose sur Poe and the Premature Burial, et il a trouvé quoi? Que dans les années où Poe écrit cette nouvelle, dans les périodiques américains de l'époque, il y avait une quantité incroyable de
récits de mort apparente et d'inhumation prématurée. C'était un thème à la mode qui vendait et qui était très diffusé dans les périodiques de l'époque. Et donc, ce Daniel Hoffman est assez rationaliste, et je vous le cite encore, il dit « Pour attirer le thème de l'enterrement prématuré, non pas des recoins de son imagination névrotique, mais plus simplement des périodiques de son époque. » Tout simplement. Qui relevait peut-être aussi l'imagination névrotique plus générale. Si je peux rebondir sur la littérature, la réception anglaise de la dissertation de Bruyère est très intéressante. Il y a eu 2 traductions dans les années 1740, 45, entre 45 et 47. La première qui s'est transformée en dissertation sur la noyade et qui était complètement sur la réanimation, donc ça montre que c'était un des thèmes qui était considéré comme les plus importants, plus que d'être enterré vivant, et un autre, lui, qui a insisté sur le phénomène des enterrés vivants, avec un titre qui est extrêmement suggestif, où dès le frontispice, on voit que le livre fait la publicité de son contenu en disant que la dissertation est faite à partir d'une grande variété de cas amusing, de personnes revenues à la vie dans leur cercueil. Les cas sont pas amusants du tout, la plupart des gens, dans ces récits, finissent par se manger les bras et la langue. Et le livre est accompagné de gravures, et de gravures qui montrent ces scènes, qui sont absolument pas médicales, ça apporte rien au discours scientifique, et on a un lien très fort avec le roman noir gothique qui va se développer une vingtaine d'années plus tard, qui reprend les mêmes codes graphiques dans les gravures. Donc le lien avec la littérature était là dès le début, et avec cette fascination morbide, le fait de s'amuser avec des choses qui font peur. Eh oui, le goût du morbide, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette histoire-là ? Tout simplement à anticiper l'inhumation prématurée et à adapter son cercueil. L'insolite était au rendez-vous. Cérémonie funèbre bien particulière que celle-ci. Monsieur Angel Haïs assistait à sa propre inhumation. Il allait être enterré vivant. Et c'est vous qui avez inventé ce cercueil ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Mais il a de particulier, vous voyez tout le confort qu'il y a dedans, tout est branché, la tête, les bras, toute la sécurité à l'intérieur, on ne risque absolument rien. Vous avez l'air supplémentaire qui est ici, vous avez tout le confort qui est à côté, et il y a le petit système qui existe parce que il faut toujours avoir confiance au fil, à tout, mais des fois la soudure, des fois pourrait louper d'une façon ou d'une autre, alors tout ce qu'il faut pour réparer comme les cosmonautes, quoi. Mais c'est quand même assez dangereux, non ? Mais c'est dangereux, vous savez très bien que celui-là qui plonge une supposition dans l'eau, c'est qu'il a idée de s'en sortir. Alors si je plonge en bas, j'ai idée de boire le champagne après. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, monsieur Haïs, d'inventer un tel cercueil ? Mais c'est à cause que j'ai manqué d'enterrer vivant en 1937. Mardi, à 15h, Angel Haïs voyait le couvercle de son cercueil se refermer au-dessus de lui. Mais rassurez-vous, il allait revoir le jour 30 heures plus tard. Nous étions en 1974, c'était le JT Aquitaine où 2 gens se faisaient enterrer vivants mais volontairement avec un cercueil aménagé. Oui, non, alors il nous fait rire évidemment, c'est un peu une obsession, mais il faut pas oublier que à un moment donné, début 19e siècle, dans certaines villes, on laissait les cadavres 3 jours dans la morgue, mais accrochés à une petite clochette. Donc on l'a fait. On a des dessins de comment étaient certaines morgues de certaines villes, et on le faisait vraiment pour tous. Donc lui nous fait rire parce que c'est un peu exagéré, ça sort, c'est psychotique, lui il est psychotique, mais la société entière à un moment donné a été entraînée par cette psychose. On a trouvé la réponse, on a mis une clochette pendant 3 jours. Oui, c'était pas mal ça, une clochette à la morgue, il fallait attendre 3 jours. C'est mieux 3 jours que 24 heures. Et puis la clochette sur la tombe elle-même, parce que ça fait partie des légendes urbaines ou peut-être pas des épiphénomènes que l'on croise dès qu'on étudie un peu ces enterrés vivants. Est-ce que ça existait ça ? Des gens qui avaient relié leur cercueil avec une petite clochette au cas où ? Il y a des projets, je crois pas que ça a été jamais adopté en France.
On a le baron Karnitze, à la fin du 19e siècle, et le journaliste qui en parle justement dit que, en fait, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur d'être enterré vivant. Donc on a toujours ce décalage entre la fascination, le fait de parler de quelque chose qui est sensationnel, et peut-être les vrais les sentiments des gens. Mais les clochettes pouvaient être dangereuses, en tout cas dans les récits qui circulaient. Pendant l'occupation de Mayence, Mayence a été une des premières à installer des salles d'attente avec clochettes. Pendant l'occupation française, donc on est dans les années 1790, tous les morts avaient les mains sur le ventre et une ficelle attachée avec une clochette. Et le mort s'est déchargé, quelque chose qui arrive assez souvent, il s'est vidé de son intérieur, ce qui a fait sonner la clochette. Le gardien a eu tellement peur qu'il a fait une attaque. Le chirurgien français arrivé aurait fait un compte-rendu, encore une fois c'est une histoire, elle est racontée 40 ans plus tard. Donc elle n'a peut-être pas eu lieu, mais le gardien aurait été hémiplégique pendant quelques semaines et serait mort ensuite de peur. Et la chose qui m'intéresse dans ce récit, c'est que d'une certaine manière, on a bien des morts qui viennent embêter ou tuer les vivants. On est face quasiment à des revenants médicalisés. Ah oui, vraiment, ouais, ce pauvre mort, il a tué ce gardien, mais moi aussi j'entendrais la sonnette sonner, je serais pas fier. Anton Cernechny, vous êtes docteur en histoire à l'école pratique des hautes études, spécialiste d'anthropologie historique du tabac pour Le Mort, une histoire de la réanimation, c'est chez Champ Vallon. Nous avons en fait ici des tonnes de représentations et peut-être même de légendes urbaines à démonter, et parmi celles-là, il y a tout simplement l'étymologie du croque-mort. L'expression de croque-mort, qui est encore employée aujourd'hui, vient de ce que les employés des pompes funèbres qui étaient chargés d'enterrer les morts étaient dans l'usage de leur mordre le gros orteil pour être bien sûr qu'il ne s'agissait pas d'une fausse mort et qu'on n'était pas exposé à enterrer quelqu'un vivant. En 1954, Charles Brébant, directeur des Archives de France, donnait l'origine de cette expression croque-mort, celui qui croquait le gros orteil pour être sûr que les gens étaient bien morts. Qui démonte? Je suis à peu près sûr que ça n'a pas eu lieu. Parce que, d'abord, à une époque où on avait peur de la contagion, croquer un orteil est probablement la chose la plus bête à faire, et puis il suffit d'avoir une pince pour faire la même chose sans prendre de risque. Le mot croque-mort apparaît dans les années 1780 et est toujours considéré comme un mot du peuple. Et au 19e siècle, on voit qu'il est considéré comme injurieux. Donc au départ, c'était un valet d'église qui était chargé de venir contre argent prendre le corps et le porter à l'église. Et ensuite, c'est devenu le nom qu'on a donné aux employés de pompes funèbres. Le mot croquer est extrêmement compliqué et à l'époque avait surtout le sens d'escamoter, de voler, toujours avec une idée de malhonnêteté. Et en septembre 1789, il y a eu quasiment une émeute autour de l'église Saint-Jacques parce qu'il y a un croque-mort qui veut absolument être payé. La famille refuse et du coup porte elle-même le cercueil à l'église et l'entrée lui est refusée. Et donc l'émeute a lieu, une petite émeute, quelques dizaines de personnes, parce qu'il s'agissait encore d'une ponction sur le peuple qui était en grande difficulté financière à l'époque. Donc l'idée, ce serait sans doute que croque-mort vient d'aller voler les gens et faire disparaître les cadavres. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est qu'on a des croque-morts qui sont interviewés au 19e siècle dans la presse et qui, eux, ne parlent pas d'orteils. Il y en a un pour plaisanter, mais c'était une profession assez drôle, il plaisantait beaucoup, mais il continue d'ailleurs de plaisanter beaucoup, j'aime bien les côtoyer, qui expliquait que si on nous appelle croque-mort, c'est parce qu'on prétend qu'on fait repas avec les corps qu'on nous amène. Donc ça n'a rien à voir avec l'orteil, et encore une fois, on voit apparaître seulement en 1891 et chez des lettrés l'idée qu'il s'agissait de croquer, mais le petit doigt. Le petit doigt de la main. Et ça, on était sûr. Et après, au cours du début du XXe siècle, on glisse du petit doigt au gros orteil. Alors là, la question c'est pourquoi? Le pied est quelque chose de récurrent dans les morts apparents. Ceux qui veulent qu'on vérifie leur mort demandent souvent des coups de lancette sur les pieds. Pourquoi on est descendu sur le pied? Peut-être qu'il y a une histoire de claudication comme dans Cendrillon pour faire un bon passage de l'un à l'autre. Voilà, ça, on passerait complètement dans l'anthropologie et on changerait de sujet. En tout cas,
Les orteils n'étaient pas mis dans la bouche. Voilà, il croquait pas les pieds, mais c'est vrai que croquer, c'est faire disparaître. On croque sa fortune, il n'y a plus de fortune. Bon, on croque un mort, il n'y a plus de mort. Il est enterré. Claudio Milanesi, c'est une histoire qui, et on le sait aujourd'hui, la peur d'être enterré vivant existe, mais n'est pas aussi représentée dans la presse, dans les nouvelles, que par le passé. À quel moment on commence à mettre ça un peu de côté? Vous rigolez. Vous pensez que ça dure encore? C'est-à-dire que si vous regardez un peu certaines sources de presse, c'est assez régulier que des nouvelles d'inhumation prématurée et de retour à la vie inopinée nous arrivent de Chine, des pays lointains, de quelques pays d'Amérique du Sud. C'est tout ça existe encore. Peut-être ici chez nous ça a disparu, mais dans les gazettes populaires actuelles, l'équivalent des gazettes populaires, les histoires de inhumation prématurée existent encore. Non, mais on vous en avait préparé une. J'ai froid, que se passe-t-il? Ce sont les premiers mots écrits par un homme mort. Enfin, c'est ce qu'avaient déclaré les médecins appelés à son chevet afin d'accorder par 2 fois le permis d'inhumer. Curieusement, c'est à son croque-mort que Michel de Lépine doit d'être toujours en vie aujourd'hui. En étant dans le corps sur le lit, je me rends compte qu'il est tout à fait mouillant. Froid, blanc, mais tout à fait mouillant. Aucune rigidité cadavérique. Alors, ça m'étonnait un petit peu. Et en bougeant, il m'a semblé entendre un râle. Donc, tout de suite, j'ai fait des massages cardiaques. Massage cardiaque qui ne ranime pas Michel de Lépine. À l'hôpital où on l'emmène, l'électrocardiogramme et l'encéphalogramme confirment la mort clinique. On s'apprête à faire la toilette funèbre lorsqu'à nouveau un signe de vie se manifeste. On place alors le malade sous oxygène, on augmente doucement sa température et le miracle se reproduit. Après plusieurs heures de coma prolongé, Michel de Lépine renaît littéralement à la vie. Alléluia, nous étions en 1988, c'était FR3, et avec Claudio Milanesi, quand même, l'idée que cette crainte d'être enterré vivant qui a traversé le 19e siècle a permis des progrès de la médecine. Et ça, on peut le dire, et c'est tant mieux que les gens aient eu peur d'être enterrés vivants. Oui, des progrès de la médecine et des usages funéraires. C'est-à-dire que on a arrêté d'inhumer très rapidement. C'est rentrer dans les mœurs et dans la pratique qu'on attend un temps considérable avant de faire disparaître le corps dans la terre. Ça, c'est sûr que la prise en main des médecins du XVIIIe siècle de cette peur ancestrale a produit des effets positifs pour notre communauté, voilà. Pour nos communautés. La seule chose qu'on peut peut-être mettre de côté, c'est souffler dans l'anus de la fumée de tabac qui... Mais c'est vrai que ça devait réveiller quelqu'un. Bah oui. Surtout, c'était une pratique de réanimation qui a fait que la réanimation est rentrée sur le devant de la scène. Donc c'est la même structure. Le progrès prend des chemins particuliers. Ce sont des chemins que vous nous avez expliqués l'un et l'autre, et merci vivement Anton Serdechny. Et je rappelle, Du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation, c'est publié chez Champ Vallon. Et puis merci vivement Claudio Milanesi, mort apparente, mort intermédiaire, mort imparfaite. Mort imparfaite, mort intermédiaire, médecine et mentalité au XVIIIe siècle. Merci beaucoup. C'est maintenant quelqu'un de bien vivant qu'on va retrouver. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment la polémique entre l'école privée et l'école publique a-t-elle évolué au cours du temps ? Le fait que Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, soit un ancien élève d'un établissement privé, l'école alsacienne de Paris, a relancé la polémique qu'avait déjà suscité la nomination de son prédécesseur, Pape Ndiaye, dont les enfants ont été scolarisés dans la même institution. Les historiens de l'éducation ont montré que la querelle du privé et du public avait été un enjeu majeur dans les combats en faveur de la laïcité depuis les débuts de la Troisième République. Au début des années 1880, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, avait mis en place un enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire afin de concurrencer les congrégations religieuses sur lesquelles s'était appuyée la politique scolaire de Napoléon III. La loi Combes, adoptée en 1904,
poussa au paroxysme cette politique laïque en interdisant l'enseignement à tous les membres des congrégations religieuses, même autorisées, et organisa la liquidation de leurs biens. Aux yeux des dirigeants républicains positivistes, ce combat pour la laïcité avait pour ultime but de réconcilier tous les Français en faisant de la religion une dimension de la vie privée. Mais la brutalité avec laquelle elle fut mise en œuvre ouvrit une longue période de conflit entre laïcs et catholiques. Ces derniers, ne pouvant se résoudre à confier leur enfant à ce qu'ils appelaient l'école sans Dieu, entrèrent en résistance. En Bretagne, par exemple, des curés firent pression sur les propriétaires fonciers pour qu'ils mettent à la porte les fermiers qui confiaient leurs enfants à l'école du diable. La querelle reprit de plus belle après la Première Guerre mondiale. Estimant qu'il n'était pas normal de payer des impôts pour une école publique qu'ils refusaient de fréquenter, les catholiques se mobilisèrent pour qu'une aide à l'enseignement privé, en proportion du nombre d'élèves qu'ils scolarisent, soit incluse dans le budget de l'État. La loi Debré, votée en 1959, valida le principe d'une aide aux établissements privés à condition qu'ils passent un contrat avec l'État et acceptent son contrôle. Refusant ce type de compromis, la gauche laïque promit à ses électeurs que lorsqu'elle serait au pouvoir, elle intégrerait les écoles privées au sein d'un grand service public. Mais la mobilisation des partisans de l'enseignement privé, qui culmina lors de l'immense manifestation du 24 juin 1984, fit reculer François Mitterrand. Au cours des décennies suivantes, les tensions se sont apaisées, car l'appartenance religieuse a cessé d'être la motivation principale de la clientèle des écoles privées. Pour la majorité des parents, elles sont vues aujourd'hui comme un recours face aux carences réelles ou supposées de l'école publique. Le clivage privé et public n'a pas pour autant disparu, mais il s'est déplacé pour se focaliser désormais sur des enjeux sociaux. Les indices de position sociale, publiés pour la première fois à l'automne 2022 par le ministère de l'Éducation nationale, ont montré en effet que les collèges privés représentaient moins de 4% des établissements les plus défavorisés du pays, mais près des 2/3 des plus favorisés. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France et en librairie aussi. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Dali Yaha. Émission préparée et elles sont là, toujours bien vivantes, Jeanne Delecroix, Anne-Tocienne Dudès, Jeanne Copet, Raphaël Laloum et Maïwen Guiziou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et à la Discothèque de Radio France. La série Ni mort ni vivant est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, avec d'inquiétantes créatures japonaises ou des revenants qui hantent le Moyen-Âge. Bien sûr, des vampires terrorisés par les Lumières et la crainte d'être enterrés vivants, morts de peur des histoires d'outre-tombe.